À la une de l'actualité, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le renforcement de cette coopération dans plusieurs secteurs d'activité est salué par les communautés burkinabées et ivoiriennes, mais leurs attentes restent nombreuses. On parlera aussi de la lutte contre le trafic d'enfants. La première dame de Côte d'Ivoire en a fait son combat au quotidien. Là, Dominique Ouattara vient d'apporter son soutien à 5 enfants. Ces enfants en provenance du Togo avaient été interceptés au poste de Noé dans le mois de juin. Ils ont été remis à leurs parents. Et ce sont les vacances scolaires. Mais cette interrogation, comment les élèves et étudiants s'occupent pendant ces congés? Nos reporters Aurélia Droukoula et Grace Kando ont rencontré des élèves sur le terrain. Leur constat dans ce 13h. Bonjour à tous. Il se tient en ce moment même un conseil des ministres au palais présidentiel. Là, quelques images de ce conseil présidé par le chef de l'État. À l'ordre du jour, des mesures générales, des projets de loi et ordonnances, des projets de décrets, mesures individuelles et communication. Plusieurs dossiers sur la table du conseil donc pour le bien-être des Ivoiriens. En attendant le compte-rendu complet de nos différents reporters, disons que nous sommes à 48 heures de l'ouverture officielle du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération, ouverture officielle vendredi 29 juillet, mais avant, les communautés ivoiriennes et burkinabées expriment leurs attentes depuis Yamoussoukro dans ce reportage de Jeune Atoubé. Au lendemain de l'ouverture à Yamoussoukro du 5e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les populations de la cité du Bélier meublent comme tous les jours leur quotidien. Ici au quartier du Labougou, la communauté burkinabé est rassemblée. Hommes et femmes, en ce mardi, expriment leur solidarité à un des leurs frappés par le malheur. Pour autant, la tenue du TAC à Yamoussoukro, l'événement majeur durant toute cette semaine, reste pour eux évocatrice d'espoir et d'attentes légitimes. Moi, je souhaite que le président Burkina Côte d'Ivoire n'est qu'un ensemble, nous aussi qui est ici là, on va vite en paix. Il va y avoir une sorte de pont entre les deux pays. Les échanges dans le commerce, ça va se faire très bien. La libre circulation, tant prônée par les chefs d'État, va se concrétiser. Ensemble. Donc la Côte d'Ivoire et Burkina, il n'y a pas de différence. Nous tous, on a la même chose. Tu es en Côte d'Ivoire, c'est comme tu es au Burkina. Tu es au Burkina, c'est comme tu es en Côte d'Ivoire. Pour l'accueil des hautes autorités de Burkina Faso, les illustres hôtes de la Côte d'Ivoire, attendus dans la capitale politique, la communauté burkinabé est mise à contribution. Au nom de la solidarité et de la fraternité entre burkinabés et ivoiriens, l'équipe du district autonome de Yamoussoukro et celle du consulat de Burkina affinent les préparatifs de l'accueil. Le traité d'amitié et de coopération entre les deux pays, une affaire commune mais aussi une histoire d'amour qui va au-delà du cadre politique pour servir la cause des peuples ivoiriens et burkinabés. La Côte d'Ivoire et le Burkina sont deux pays frères condamnés à vivre ensemble. Il n'y a pas de raison que des histoires ou des affaires politiques arrivent à diviser les deux peuples. Je pense qu'il serait quand même bon que le gouvernement pense aux Burkinabés résidant en Côte d'Ivoire sur les logements sociaux pour que l'intégration puisse être vraiment totale. Je crois que tous se sont imbriqués. Hein. Il n'y a plus de Burkinabés, il n'y a plus d'Ivoiriens. Tout le monde forme un peuple ici en Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, burkinabés et ivoiriens constituent une communauté qui fait de vivre ensemble une valeur et de l'intégration, l'illustration des liens multiséculaires entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Deux États dont les populations attendent de ce 5e traité d'amitié et de coopération la normalisation totale des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Passer la parenthèse de turbulence qui a ajouté l'excellence des relations entre ces deux pays frères. Justement, normalisation et renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. En attendant l'ouverture officielle de ce sommet vendredi, hier mardi, fin des travaux des experts, plusieurs secteurs d'activité pour le bien-être des deux peuples, une coopération symbole de l'amitié historique qui existe entre les deux pays. Ce traité est un symbole d'intégration, nous dit Alvorassa. Les travaux préparatifs des experts ivoiriens et burkinabés du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se sont achevés ce mardi. Les spécialistes des différents secteurs d'activité regroupés en 4 commissions ont travaillé avec ardeur pour évaluer les décisions et recommandations passées et proposer des projets d'accord.
Chaque commission est coprésidée par un Burkinabé et un Ivoirien avec 2 rapporteurs, un rapporteur ivoirien, un rapporteur burkinabé. Et donc les travaux ont commencé hier et chaque commission a une série de sujets conformément aux recommandations et aux décisions qui avaient été prises au dernier TAC. Et donc nous avons divisé les sujets par thème. Pour le financement de ces projets, tels par exemple les infrastructures routières et ferroviaires, des institutions financières et autres grands groupes vont accompagner les 2 pays. Il y a déjà certains financements qui ont été trouvés. Et surtout du côté ivoirien, nous avons déjà fait une bonne série de tronçons qui nous reviennent. Et les financements qui restent à trouver sont en train d'être recherchés. Les Chinois sont très intéressés par une série. Il y a la Banque mondiale, il y a la BAD, il y a plusieurs institutions qui sont intéressées parce que ce sont des projets qui participent de l'intégration. Si nous réussissons cette expérience unique en Afrique du TAC, notre sous-région réussira son intégration et puis ça pourra faire tache d'huile. Les résultats de leurs travaux seront remis aux délégations ministérielles. Elles s'appuieront sur ces dossiers pour prendre des décisions qui seront ensuite validées par les présidents Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso pour le bonheur des 2 peuples. Et en attendant la validation de ces décisions par les 2 chefs, ici à Abidjan, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu le directeur général du Fonds saoudien pour le développement. Le fonds veut soutenir financièrement à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA les projets d'alimentation en eau potable d'une bonne partie du nord du pays. Eman Guivé. Reçu hier en audience, le directeur général du Fonds saoudien pour le développement FSD a partagé avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ses réflexions sur la finalisation d'un certain nombre d'accords entre son pays et la Côte d'Ivoire. Au terme de cette rencontre jugée enrichissante par Youssef Al-Bassam, le directeur général du fonds, plusieurs décisions ont été prises. Celles-ci devraient permettre aux investisseurs du Royaume saoudien de faire le choix de la destination Côte d'Ivoire. Les mines, l'agriculture et l'agro-industrie sont des secteurs qui intéressent ses compatriotes. Toutefois, Al-Bassam redoute la double taxation qui pourrait ralentir la ferveur des opérateurs économiques de l'Arabie saoudite. Au chapitre des réalisations, 2 accords dedans ont été signés. L'un porte sur la construction de 200 forages pour l'approvisionnement en eau potable dans la partie nord du pays. L'autre concerne la réalisation d'infrastructures de desserte en eau potable également à Abangourou et ses environs. À Yopougon ou à Bobo, le Fonds saoudien pour le développement prévoit la construction d'un hôpital. Et puis cette affaire, au mois de juin, 5 enfants en provenance du Togo avaient été interceptés au poste de Noé. Ils viennent de regagner leur pays après un séjour d'1 mois en Côte d'Ivoire, séjour au cours duquel ils ont bénéficié de l'assistance de la première dame Dominique Ouattara. Astou Touré. 21 juin 2016, 5 enfants en provenance du Togo interceptés au poste frontière de Noé. Ces enfants de 6 à 16 ans étaient convoyés sur Abidjan pour des travaux divers. Ils viennent de regagner leur pays d'origine après un séjour d'1 mois en Côte d'Ivoire. 30 jours durant, ils ont bénéficié de l'assistance de la première dame Dominique Ouattara. Euphrasie Yao, ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant, présente à l'aéroport, a tenu au nom de Dominique Ouattara à témoigner l'affection et le réconfort de l'État ivoirien. Nous nous sommes assurés de leur présence sur le territoire ivoirien. Nous avons donné des recommandations, des instructions à nos collaborateurs pour qu'on puisse prendre soin de ces enfants que nous qualifions d'innocents parce qu'ils ne sont pas en âge de travailler. En Côte d'Ivoire, la scolarité est obligatoire de 6 à 16 ans. Et donc, nous avons pensé qu'il était nécessaire qu'on prenne soin de ces enfants. Ensuite, qu'on puisse les raccompagner chez eux. Parce qu'un enfant n'est mieux que dans sa famille.
En accord avec le cabinet de la Première Dame, un représentant de la Direction de la protection de l'enfant a été mandaté pour accompagner les enfants à Lomé pour poursuivre le reste de la procédure et s'assurer que les enfants ont été remis à leurs parents biologiques. L'opération a été possible grâce au cabinet de la Première Dame, au ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant et de l'ambassade du Togo en Côte d'Ivoire. Et ce sont les vacances scolaires. Fini donc les cours, place au job de vacances. Certains élèves et étudiants en vacances font de petites activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins ou encore aider leurs parents pendant la rentrée. Ils vendent de la tiéké, des chaussures, des mouchoirs. Ils sont aussi cireurs de chaussures. Leur univers de vacances avec Aurélia Droukoula et Grace Kando. Sarah vient d'être admise au BEPC. Cette année, pour les vacances scolaires, elle ne veut pas se tourner les pouces. Dans ce marché chinois dans la commune d'Adjamé, elle aide à la vente de chaussures. Pendant les vacances, je viens voir les mamans à Adjamé ici. Jusqu'à la rentrée, on ne peut pas 150 000, souvent même 200 000 souvent aussi. Pendant la rentrée, je prends pour payer mes fournitures, pour soutenir mes besoins aussi. Les élèves qui s'adonnent aux activités lucratives pendant les vacances ont une idée. Donner un coup de pouce aux parents pour l'achat de fournitures scolaires notamment. Fanta, étudiante, est aussi à la tâche pendant ses vacances. Comme je suis en vacances, je viens me débrouiller ici pour que je puisse avoir l'argent de ma scolarité, mes fournitures, puis mon argent de poche aussi. Subvenir à ses besoins sans rien attendre des parents est l'autre raison qui pousse les élèves à exercer des petits métiers de vacances. J'ai passé le bac et attends le résultat. Mais pour ne pas rester à la maison dépendre des parents, je suis venue au marché pour me débrouiller. Avec l'argent que je gagne, je peux subvenir à mes petits besoins. Pourquoi j'achète ma pommade, je peux me tresser, les petites choses qu'une jeune fille peut avoir besoin. Par semaine, je peux gagner 15 000, 20 000. Ça me permet d'acheter la fourniture. Je paie mes chaussures, je me tresse avec. Fabrication d'atiéké, coiffure et cirage de chaussures sont autant d'activités menées par les élèves et étudiants pendant les vacances. Je fais un check-in et je taille. Je fais, quand je finis de taper, que ça sort, je prends et puis je mets ça dans les vents. Quand je mets ça dans les vents, je vois que c'est sec, je lève maintenant, je prends l'autre et puis je renverse ça dedans. Du lundi au samedi, ça me fait 6 000. Donc c'est comme ça que se passe mon travail. Donc c'est dans ça que je fais un peu d'abord pour me débrouiller. Ce n'est pas que aussi mes parents ils dépensent trop sur moi. Des initiatives encouragées par les parents d'élèves. Selon eux, ce type d'action leur permet de se familiariser à la culture entrepreneuriale. J'ai une fille qui est en seconde. Elle travaille en tant qu'assistante dans un restaurant. Ça lui rapporte un petit gain, mais pour moi, ce qui me satisfait, c'est que c'est l'esprit de gestion, la meilleure gestion, comment elle s'organise. Elle apprend à s'organiser. C'est ça qui me plaît dans ce schéma. Elle s'investit dans l'achat de ses fournitures à la rentrée, mais nous, on prend la grande partie. C'est une manière de l'encourager. J'ai ma fille en classe de 5e. Elle fait le commerce des chips et aussi elle vend les gâteaux qu'on appelle les cocos d'or. Et vraiment, à la rentrée, ça l'aide beaucoup. Parce que cet argent-là, j'utilise pour payer certains cahiers. Élèves, étudiants, même en vacances, pas de repos. Après les études, le travail continue donc et les vacances sont une période propice pour réaliser du bon chiffre d'affaires en vue de venir en aide aux parents à la rentrée scolaire. Dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel, lancement des préinscriptions en ligne. L'opération lancée officiellement par le ministre Paul Kofi Kofi est à sa 2e édition. Elle va s'étendre jusqu'au 17 septembre prochain. Elle vise à éviter, entre autres, les longues files d'attente devant les établissements et à maîtriser les effectifs des apprenants, nous dit Grace Kando. Nous avons une adresse. Sur le net, nous devons taper www.formationpro.ci. Une fois tapé, vous aurez une page où l'apprenant doit inscrire son matricule. Après avoir inscrit son matricule, il clique sur OK. Les informations relatives à l'apprenant s'affichent. L'apprenant choisit un opérateur pour payer son inscription. Une fois l'opérateur choisi, on va vous demander d'inscrire le numéro de téléphone sur lequel vous voulez que le montant soit débité. Une fois le montant débité, il y aura une autre fenêtre où
on va vous demander d'imprimer le reçu de votre paiement. Cette démonstration illustre le processus de préinscription en ligne des établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le ton est ainsi donné ce lundi 25 juillet jusqu'au 17 septembre aux apprenants de faire leur préinscription en ligne. Le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle appelle au respect des délais avant de présenter les avantages d'un tel dispositif qui se résume notamment à la sécurisation des frais d'inscription et à la maîtrise des effectifs. L'avantage de cette opération, c'est 1, le gain de temps, 2, l'opération devient transparente et moins coûteuse, moins onéreuse. Et 3, cela permet d'avoir rapidement les statistiques, que ce soit sur les apprenants, mais aussi lorsqu'on doit repartir ces élèves par établissement. Les parents d'élèves, nous leur lançons un appel pour qu'ils s'inscrivent dans cette initiative. C'est une très bonne initiative, ça nous soulage énormément parce qu'à la rentrée, il y a pas mal de dossiers à gérer. Et ça fait que dans les secrétariats, à la rentrée, les secrétariats de direction, c'est le calme plat. 3 maisons de téléphonie mobile ont été retenues pour cette opération de préinscription des établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le village de Tunzuebo, dans la sous-préfecture de Lolobo, veut mettre un accent particulier sur la formation des enfants, un logement d'enseignants et des projets de construction d'une salle multimédia, d'une cité de fonctionnaires et d'un institut ont été lancés pour accompagner l'État dans la mise en œuvre de sa politique de l'école obligatoire. Reportage sur Corona, commentaire Kader Sogodogo. Tunzuebo, dans la sous-préfecture de Lolobo. Le taux de réussite des écoliers au CEP est faible. 29,69% en 2015 et 46,67% cette année. La cause de cette situation, abandon des études par ces jeunes au profit du métier de tissage du pain baoulé, activité principale du village. Pour renverser cette tendance, les cadres du village mènent des actions sur le terrain. Un bâtiment flambant neuf a été réalisé qui met désormais fin aux souffrances des enseignants de la localité qui résidaient dans les villes environnantes. D'autres projets ont été lancés. Il s'agit de la construction d'une salle multimédia, d'une cité de fonctionnaires, de la création d'un champ de tech et d'un institut artisanal. J'ai demandé à l'Éducation nationale qu'on essaie d'intégrer l'enseignement du pain au niveau de notre région. Et à partir de là, nous avons fait des études aussi pour créer un institut artisanal, mais notamment sur le pain baoulé, ce qui fait qu'un élève peut commencer à Tunzuebo et devenir professeur titulaire en matière de pain baoulé. Présent à cette cérémonie, le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale a invité les cadres à accompagner la politique de l'école obligatoire. Cabran Assoumou a indiqué que cette politique vise à réduire le taux de l'analphabétisme dans le pays. Pose de la première pierre de la cité des fonctionnaires, inauguration du logement des maîtres, planting d'arbres, récompense des meilleurs élèves et enseignants ont été les temps forts de cette cérémonie dédiée à l'école à Lolobo. Ce projet d'alphabétisation de la femme rurale, il s'agit de lutter contre l'analphabétisme et accroître ainsi la productivité des femmes en milieu rural. À Bouandougou, région du Béret, environ 60 femmes bénéficient de ce projet. Hassan Khan et Amadou Ouattara Walter. École primaire publique de Bouandougou, dans la région du Béret. Il est 20h. Ces femmes apprennent à lire et à écrire. Au nombre d'une soixantaine, elles veulent mettre fin à leur analphabétisme. Il s'agit pour ces apprenantes de maîtriser des projets socio-économiques et par ricochet améliorer leurs conditions de vie de femmes rurales. Je suis ici pour venir prendre, pour voir écrire, pour voir lire. Donc je suis commerçant, donc je dois connaître quelque chose, c'est à cause de ça que je suis ici. Quand on voit les messages, je dois les montrer à mes frères. Pour que les gars puissent lire pour moi. 3 fois par semaine, elles sont suivies par un animateur. C'était 30 femmes et vu l'engouement, on allait jusqu'à 60. Et avec l'aide des autorités locales,
nous avons pu avoir les kits pour les 30 autres femmes. Cette initiative est à l'actif de l'inspection de l'enseignement primaire de Mankonou. Cela afin de lutter contre l'obscurantisme des femmes, surtout en milieu rural. Faut-il le rappeler, en Côte d'Ivoire, plus de 51% de la population est analphabète, avec 72% des femmes, dont 96% se trouvent dans le monde rural, révèle le service autonome de l'alphabétisation. Devenus entrepreneurs, des anciens étudiants de l'université Alassane Ouattara de Bouaké instruisent leurs cadets sur les approches pour une insertion réussie. C'était à l'occasion du premier forum sur l'employabilité organisé par les étudiants. Maria Kobi et Kwadio Kwabe. Quelle expérience universitaire pour une meilleure employabilité? Tel est le thème de la première édition du Forum de l'employabilité. Une initiative de la plateforme internationale de jeunes pour explorer et développer leur potentiel en leadership, AIESEC, section universitaire Alassane Ouattara. Ce forum a été animé par plusieurs panélistes qui ont exposé sur diverses thématiques se rapportant au thème. Particularité, tous les panélistes sont d'anciens étudiants de l'université Alassane Ouattara devenus entrepreneurs, cadres dans des ONG internationales et dans les administrations publiques et privées. À travers ce cadre d'échange, il s'agit d'apporter une réponse au chômage des étudiants, et cela par une nouvelle approche. Pour ce forum, nous avons invité les anciens étudiants de l'université de Bouaké, ceux qui ont fait l'université de Bouaké et qui sont actuellement dans la vie professionnelle. Et on a touché un peu tous les, je vais dire les 4 secteurs, c'est-à-dire l'administration publique, le privé et dans le domaine aussi humanitaire comme par des ONG. Et surtout l'entrepreneuriat, quelqu'un qui a un modèle qui a fait l'université de Bouaké et qui a créé sa propre entreprise actuellement. Les panélistes venus partager leur expérience ont invité les participants à ce forum à avoir une vision et à entreprendre. Il faudrait que les étudiants de Bouaké s'ouvrent de plus en plus au monde extérieur. C'est la mondialisation, donc les enjeux se jouent à ce niveau. Donc on va mettre l'accent sur cela. Deuxième chose, en termes de valeurs qu'ils doivent avoir, c'est le leadership. L'AIESEC est une organisation internationale à politique indépendante et à but non lucratif, entièrement gérée par des étudiants et par des diplômés du supérieur. Elle est membre du comité permanent de l'UNESCO, l'une des plus grandes organisations estudiantines dans le monde. Autre sujet, autre actualité, la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire, ensemble pour lutter contre la pauvreté. Les personnes vulnérables seront assistées par l'État de Côte d'Ivoire. Chaque trimestre, ces personnes auront 36 000 francs CFA, un appui qui va leur permettre de satisfaire leurs premiers besoins. 30 000 familles sont concernées, nous dit Éric Goré. Pendant 5 ans, plus de 30 000 familles démunies vont recevoir 36 000 francs par trimestre. La Banque mondiale a choisi de financer le projet Filets sociaux productifs en Côte d'Ivoire en raison de sa bonne gouvernance. Le tableau de comparaison de la Banque mondiale des 10 premiers pays en termes de croissance économique illustre de fort belle manière le leadership de notre pays en matière de développement dans la sous-région et en Afrique. C'est un réel satisfecit. Mais au-delà, les attentes de nos concitoyens sont nombreuses et à la mesure de l'embellie qui est constatée. Le projet Filets sociaux productifs vise à améliorer le revenu des populations dans les régions rurales. Ces populations seront sélectionnées parmi les plus pauvres. Il vise également à leur rendre plus facile l'accès à certains types de services, entre autres santé, éducation et formation. Seules les populations vulnérables pourront bénéficier de ce projet. On va aller déjà vers les régions qui ont les scores de pauvreté les plus élevés. Et comme nous intervenons sur le milieu rural, la carte de pauvreté de l'enquête niveau de vie des ménages nous permettra donc de cibler les zones rurales qui ont les scores de pauvreté les plus élevés. En l'état actuel des choses, sur la base des données de 2015, ce sont donc les zones centre, nord et ouest. Le projet Filets sociaux productifs est un projet inclusif et transparent selon les initiateurs. Il est financé à hauteur de 25 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, appuyée par l'État de Côte d'Ivoire.
Des agents du Bureau de la prospective et de veille stratégique, Bureau du ministère du Plan et du Développement, étaient réunis récemment dans la ville d'Adzopé. Objectif de cette réunion, trouver des moyens de développer et de promouvoir la fonction veille stratégique, cet instrument économique d'anticipation dans divers secteurs d'activité, ce pour permettre à l'économie ivoirienne d'être plus performante. Emma Niamien pour plus de détails. À l'horizon 2020, l'objectif des gouvernants ivoiriens est très clair. Hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays qui connaissent une croissance rapide, au rang des pays émergents. Pour ce faire donc, depuis 2011, le pays s'est doté d'instruments nécessaires pour contrôler son économie. Au nombre de ces instruments, le MIVS, le mécanisme institutionnel de veille stratégique mis en place dans le cadre de la 4e étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. L'étude a élaboré 3 scénarios. Un scénario pessimiste, le déclin de la Côte d'Ivoire. Un scénario aussi pessimiste, l'éléphant au pied d'argile. Mais surtout un scénario optimiste, le rayonnement de l'éléphant. L'anticipation est donc nécessaire dans la gestion de l'économie d'un pays aussi ambitieux que la Côte d'Ivoire et le ministère en charge du plan en est conscient. À travers le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique, il forme ici ses cadres, acteurs de la cellule technique de coordination du MIVS. Objectif, promouvoir la fonction veille stratégique dans différents secteurs. La veille stratégique est un plan, j'allais dire un plan de résilience, un plan de contingence qui nous permettra de nous adapter aux chocs extérieurs et d'aller vers la vision d'une Côte d'Ivoire puissance industrielle à l'horizon 2040. La formation qui a permis aux acteurs de s'approprier des concepts, des outils et des méthodes de la veille stratégique s'est tenue dans la ville d'Azopé et a duré 4 jours. On part pour la région du Béret. La région compte 3,5 milliards de francs CFA pour le développement de la région sur la période 2017-2019. Un programme triennal qui prendra en compte 81 projets majeurs, dont la construction d'une caserne de sapeurs-pompiers civils dans la ville de Mankono. Ce programme de développement a été présenté et adopté au cours de la 2e session ordinaire du Conseil régional du Béret, nous dit Mamadou Kwasi. 3 milliards 500 millions de francs CFA. C'est le budget d'investissement prévu dans la région du Béret sur la période 2017-2019. Ce programme triennal comporte 81 projets majeurs, dont la construction d'une caserne de sapeurs-pompiers civils dans la ville de Mankono. L'éducation occupe une place prépondérante dans ce programme triennal. 50% de ce budget seront consacrés au secteur éducation-formation, car pour le président du conseil régional du Béret, Abdelkader Karamoko, le développement de leur terroir passe par une bonne formation des enfants. Ces enfants devront assurer la relève du développement. C'est pourquoi le conseil régional s'est engagé à la distribution de tables-bancs aux écoles de la région et la réhabilitation du lycée moderne de Mankono avec la construction de 3 nouveaux bâtiments pour renforcer la capacité d'accueil de ce lycée. En plus, les différentes sous-préfectures de la région seront dotées toutes en collège selon Abdelkader Karamoko et les villages d'écoles primaires avec des classes de maternelle. La santé bénéficiera de 11% de ce budget pour la construction de centres de santé avec équipement pour la prise en charge des malades. Tous ces sujets ont été débattus au cours de la 2e session ordinaire du Conseil régional du Béret. Occasion pour le président de cette institution de rassurer la population que leurs conditions de vie seront améliorées de façon considérable, car des actions sont en vue pour la population des zones rurales. Il s'agit entre autres du reprofilage des pistes villageoises pour l'évacuation de produits agricoles et de la réparation des pompes hydrauliques. Tous ces projets présentants ont reçu l'approbation des conseillers ainsi que celle du corps préfectoral. Le préfet de la région du Béret a invité Abdelkader Karamoko et son équipe à s'investir davantage pour le bien-être des populations de cette région. En tourisme, les sites de déportation des esclaves en Côte d'Ivoire vont être valorisés d'ici fin 2016. L'initiative est de l'ONG Devoir de mémoire qui veut immortaliser l'histoire douloureuse de l'esclavage et de la traite négrière dont les Africains ont été victimes durant des décennies. Plusieurs sites ont été identifiés dans les localités du sud du pays et vont connaître leur réhabilitation pour des projets générateurs de revenus. Doigt de laser. Maltraités et déshumanisés. C'est ainsi que de milliers d'Africains souffraient des chaînes des colons blancs
pendant leur déportation vers l'Occident et l'Amérique. L'histoire est ancienne, mais reste encore gravée dans la mémoire des peuples africains. Pour devoir de mémoire, une organisation non gouvernementale est mise en place. Elle a pour mission de transformer ce passage douloureux en une industrie culturelle et touristique. Agir de manière que l'esclavage et son binôme, la traite négrière, demeurent à jamais dans la mémoire collective de l'humanité, afin que plus jamais ces fléaux déshumanisants ne se répètent sur la terre des hommes. Agir de manière à ce que les peuples riverains de la route l'esclave, qui ont tant souffert de l'enlèvement de force de leurs bras valides transférés en esclaves outre-Atlantique, retrouvent un mieux-être économique, social et culturel. Une initiative saluée par les participants. En se donnant les moyens de retracer l'histoire, nous nous donnons les moyens de préparer un avenir certain. Nous aurions souhaité que vivement des jeunes puissent être associés à ce programme de façon à ce qu'ils puissent assurer la relève comme il se doit. Plusieurs sites de déportation des esclaves ivoiriens ont été identifiés dans les localités de Grand Laou, Tiasalé et Sassandra par l'ONG Route de l'Esclave, qui entend réaliser à ces endroits des projets de restauration et de l'hôtellerie. C'est un fait qui a marqué l'actualité hier, un fait qui a choqué le monde entier. C'est l'attaque d'une église à Saint-Étienne-du-Rouvray et l'assassinat de son prêtre Jacques Hamel. Nous sommes en France. 24 heures après l'attaque, François Hollande a eu une réunion avec la conférence des représentants des cultes de France. La conférence des représentants des cultes réunit les églises catholiques, orthodoxes, protestantes, ainsi que les représentants de l'islam, du judaïsme et du bouddhisme. Ils redoutent des tensions interconfessionnelles, mais ils ont affiché ce matin leur unité. Il faut signaler que les deux assaillants ont été tués. L'un d'eux avait tenté de rejoindre la Syrie à 2 reprises. Il s'agit d'Adel Kermiche, 19 ans. Déjà condamné, il portait un bracelet électronique. L'enquête suit son cours sur place. Voilà, et c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Kone et Chantal Eouma Akandan. Merci de votre fidélité.